Bonjour Andrea Quatennens. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI. On le rappelle, vous êtes coordinateur du mouvement de la France Insoumise, député du Nord, coordinateur numéro 2 du mouvement aussi, hein, pour résumer la plupart du temps. On va rentrer dans le dur, plutôt les Français sans doute rentrent dans le dur en ce qui concerne l'emploi. 160 000 emplois détruits au deuxième trimestre, c'est beaucoup moins qu'au premier trimestre. Mais ma question, on a eu le plan de relance il y a une semaine, est-ce qu'on a les amortisseurs pour limiter la casse? Je ne le crois pas. On nous présente un plan de relance de 100 milliards d'euros. En réalité, il n'y a pas de plan et il n'y a pas non plus ces 100 milliards. D'abord, plusieurs milliards ont déjà été dépensés lors des précédents projets de loi de finances rectificatives. Mais surtout, vous avez vu, on parle beaucoup des fameux 40 milliards qui devraient nous arriver de l'Union européenne parmi ces 100 milliards. Ces 40 milliards, nous ne sommes pas prêts d'en voir la couleur. On nous dit que peut-être les 10 premiers pourcents seraient débloqués en 2021, donc on a le temps de voir venir, ça ferait que 4 milliards. Et surtout, Elisabeth Martichoux, ces 40 milliards sont conditionnés au fait que la France fasse de nouvelles réformes structurelles, dont des réformes d'ailleurs que les Français refusent. Je pense par exemple à la réforme des retraites. La semaine dernière, en audition à l'Assemblée, Bruno Le Maire nous a confirmé que les 40 milliards de subventions de prêts garantis par l'Union européenne étaient conditionnés à la réforme des retraites que les Français refusent. Mais au-delà... Vous voulez bien qu'on vienne sur les jeunes, notamment? Oui, alors juste sur l'emploi. Sur l'emploi, il y a 15 milliards pour l'emploi, dont 6 milliards pour les jeunes. C'est énorme, dans le fond. Alors, 15 milliards pour l'emploi, dont 6 milliards pour les jeunes. Comme nous n'aurons pas le temps de faire le détail de ce plan de relance qui mériterait à lui seul une émission complète, je vais vous résumer d'un trait ce que j'en pense. C'est que en quelque sorte, ce n'est pas un plan de relance. Un plan de relance, logiquement, soutient la demande, soutient les plus fragiles. Il n'y a que 0,8% de ce budget qui est consacré aux plus fragiles. Les associations s'en émeuvent d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'investissements directs. Pour l'essentiel, qu'est-ce donc? Ce n'est pas un plan de relance, Elisabeth Martichoux, c'est un grand catapultage massif d'aide aux entreprises, aux grandes entreprises d'ailleurs en particulier, sans que l'État n'exige de contrepartie sociale et environnementale. Répondre à ma question sur l'emploi, je vais répondre à votre question, justement. Par exemple, il y a une aide à l'embauche qui est de 4 000 € par an pour l'entreprise qui embauche un jeune. Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'en fait, cette aide, elle va aider l'entreprise et pas l'embauche? Alors, je vous prends un exemple concret. Ce matin, mais je vous réponds, ça ne fonctionne pas. Simplement considérer qu'en versant des aides sans contrepartie, et c'est bien sur la question des contreparties que se situe le débat, Elisabeth Martichoux, c'est déjà fait. Souvenez-vous du CICE. Ça, là, on verse les 4 000 €. Est-ce que ce type... embauche seulement. Est-ce que ce type de politique fonctionne? On a eu le CICE, 20 milliards d'euros par an, on nous promettait 1 million d'emplois, nous n'en avons jamais vu la couleur. Ce matin, par exemple, il y aura un rassemblement, je prends un exemple, pour TUI France, le voyagiste qui va supprimer 600 emplois, alors qu'ils viennent de toucher 10 millions d'euros de CICE et qu'ils ont pu emprunter 1,8 milliard d'euros. Est-ce qu'une entreprise qui emprunte 1,8 milliard d'euros, on peut considérer qu'elle est en difficulté financière? Donc une nouvelle fois, c'est la même politique que depuis le début de ce quinquennat. D'ailleurs, c'est un plan de relance qui est signé. Monsieur Roux de Bézieux du MEDEF a dit, en gros, dans ce plan, il y a ce que nous avions demandé. Est-ce qu'il ne faut pas, pardon, mais est-ce que effectivement les entreprises n'ont pas besoin d'être aidées? Les entreprises ont sans aucun doute besoin d'être aidées, mais je vous le dis, Elisabeth Martichoux, et l'avenir le dira, que ce n'est pas en versant des aides sans contrepartie sociale, sans contrepartie écologique, que l'activité va se relancer, que la transition va se faire. Alors, donc pour avec vous, la France ce plan insoumise, n'atteindra pas le but? Malheureusement, non. En matière d'emploi, non. C'est la même politique que celle qui est faite depuis 3 ans. Oui, mais juste rapidement, parce qu'on a des propositions à faire. Sinon, on va encore dire la France insoumise propose rien. Si la France insoumise, donnez-moi une proposition. Nous avons un plan complet de déconfinement économique pour une bifurcation écologique. Je vous le résume. Pour nous, il y a 2 objectifs là-dedans. Le plein emploi, car nous n'y renonçons pas, et la bifurcation écologique, avec une méthode, la planification, pas de la communication, la vraie planification. Sur le plein emploi, par exemple... Le Haut Commissariat au plan, c'est de la communication? A priori, l'affichage est plutôt intéressant, mais j'observe, quand je regarde les moyens dont dispose aujourd'hui François Bayrou, en réalité, c'est ce qui existe déjà, ça s'appelle France Stratégie, dont on a fait un ravalement de façade, et je ne crois pas qu'il y ait de véritable planification. J'en termine juste d'un mot cette présentation. Comme le syndicat puissant de la métallurgie allemande, je pense qu'il faut assumer de dire que pour créer de l'activité pérenne, il faut partager, Elisabeth Martichoux, le temps de travail. Il faut baisser le temps de travail. Il faut faire en sorte de travailler moins pour travailler mieux et travailler tous. Et la planification écologique... Travailler 32 heures? Pourquoi pas? Pourquoi pas? La dernière fois qu'on a vraiment créé de l'emploi, posons-nous la question, c'était quand on est passé aux 35 heures. Avec un salaire
maintenu au même Oui, niveau. et on pourrait imaginer Donc, soutenir les payer petites 35. entreprises. On pourrait soutenir les petites entreprises pour le faire. Et la planification Vous savez écologique. combien ça coûte, ça, Mais le passage à 32 est-ce que heures vous savez combien ça nous coûte le CICE? Est-ce que vous savez combien ça nous coûte tous ces milliards, ces dizaines de milliards qu'on va encore verser sans garantie sur l'emploi? Vous imaginez? Je crois que la politique que nous proposons serait plus efficace, elle est en tout cas plus rationnelle. juste pour Et la finir. planification écologique d'un mot. Imaginez un peu. La transition de notre modèle agricole qu'il faut faire, la transition énergétique, l'économie de la mer que nous appelons de nos voeux, autant de propositions qui seraient créatrices de beaucoup plus d'emplois que ce que nous propose M. Castex avec ce plan de 100 milliards. Juste parce que je préfère poser 2 questions sur un même sujet que de vous laisser donner juste des titres. Les 32 heures, vous subventionnez les entreprises pour qu'elles passent à 32 heures, payées 35, ou vous imposez les 32 heures aux entreprises? On peut imaginer que les petites entreprises qui auraient besoin d'un soutien pour le faire soient aidées et accompagnées par l'État, mais pour ce qui est des grandes entreprises, on voit bien que c'est tout à fait faisable. Le gros problème que nous avons, j'en termine là-dessus, Elisabeth Martichoux, mais le gros problème que nous avons en matière économique, c'est que la richesse produite est très mal répartie. En 10 ans, en France, les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté de 70%, l'investissement productif sur la même période a baissé de 5% et le salaire minimum n'a augmenté que de 12%. Avec de tels chiffres, vous ne relancez pas une économie, Elisabeth Martichoux. L'État espère remplir ses caisses en procédant aux enchères pour la 5G. Hier, le calendrier a été précisé. On a une date. Les enchères débuteront le 29 septembre. La 5G, c'est la technologie qui permet d'accélérer encore le partage de données. Après la 1, 2, 3, 4G, c'est la 5G qui va arriver. Est-ce que... ce que dit la France, c'est qu'il y a plein de pays qui l'ont fait et qu'il ne faut pas être en arrière de la main sur ce genre de progrès. Non mais c'est pas une position principielle, moi j'y suis opposé parce qu'il y a des doutes d'abord sur la question sanitaire, vous le savez, liée à notamment l'installation de ces antennes, puis il y a une question de souveraineté aussi et d'enjeu de données. Et moi je pense que nous n'avons pas besoin d'aller vers la 5G et que les équipements qu'on a déjà sont largement suffisants. Et qu'à un moment donné il faut savoir s'arrêter. Il y a des domaines dans lesquels ça doit croître, et il y a des domaines dans lesquels il n'y a pas besoin que ça croisse tout le temps. Éric Piolle avait dit en son temps, c'est d'ailleurs sur LCI, il avait dit que ça servirait la 5G seulement à savoir combien il y a de yaourts dans le frigidaire ou à regarder du porno dans l'ascenseur en HD. C'est une image qui permet d'illustrer un peu la pensée qu'il a autour de la 5G. En tout cas, je pense que c'est inutile. Des députés, des parlementaires qui disent non à la 5G. Clairement, oui. Clairement, oui. Ben, ça, c'est clair. Le gouvernement passe la vitesse supérieure sur la sécurité, Adrien Quatennens. Il y a un séminaire demain qui est consacré en grande partie. Et hier, Gérald Darmanin a annoncé dans les colonnes du Parisien qu'il allait publier chaque mois les chiffres sur la sécurité. Bon, ça sera utile. Vous trouvez que le gouvernement passe à la vitesse supérieure, vous? Pas moi. Moi, j'ai l'impression qu'on a juste une succession de coups de menton, dont d'ailleurs la maîtresse de cérémonie est Madame Le Pen. En réalité, on voit une succession de coups de menton sur le thème de la sécurité, mais qui prend véritablement en charge le problème avec raison? Avec raison, un retour à la raison. Voilà de ce dont nous avons besoin, Elisabeth Martichoux, sur la sécurité. Alors moi, je ne veux pas faire semblant d'évacuer le problème, même si on pourrait statistiquement dire, oui, c'est vrai, les chiffres de l'INSEE nous montrent que ces 30 dernières années, les violences interpersonnelles sont plutôt stables. Mais oui, il y a un problème de sécurité dans ce pays. D'abord, il y a un problème avec l'utilisation... Est-ce que c'est une bonne idée de publier ces chiffres? Mais pourquoi pas à la rigueur? Mais plus que de publier des chiffres ou que de parler d'ensauvagement ou de faire toutes sortes de surenchères, moi j'aimerais bien qu'on passe à l'action. Donc d'abord qu'on pose un diagnostic clair. Ensauvagement, Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a estimé que ça alimente juste le sentiment d'insécurité. Quel est votre sujet? Quel est votre... Non mais le terme d'ensauvagement, si vous prenez étymologiquement ce que veut dire le terme de sauvage, ça veut dire en dehors de la civilisation. Moi, ça me pose un problème qu'on parle comme ça. Je pense qu'il y a des termes pour évoquer des choses, des actes précis, et qu'il n'y a pas besoin en fait, de ce genre de surenchère. Surtout qu'on voit une espèce de suractivité sur le terrain, une omniprésence de M. Darmanin dans les pas de son mentor, M. Sarkozy, qui lui avait en son temps son Karcher, et lui, il a son ensauvagement. Mais qu'est-ce qui est fait concrètement? Donc, je vais vous dire une chose. Oui, pour moi, il y a un problème. Le premier problème, c'est que la police en France a été beaucoup trop utilisée ces dernières années pour des tâches de répression, par exemple des mouvements sociaux, plutôt que de véritablement lutter contre le grand banditisme. Et j'insiste d'abord sur ce point parce qu'on parle beaucoup de la petite délinquance qui, c'est vrai, pourrit la vie dans un tas de quartiers aux habitants qui sont sur place, mais derrière ça, il y a des réseaux, des trafics, beaucoup d'argent, du trafic de drogue, du trafic d'armes, du trafic d'êtres humains. Nous avons des propositions à faire.
Si nous étions aux affaires, nous refonderions la police de fond en comble. Nous sommes pour le retour d'une véritable police de proximité, qui connaisse la population et les territoires. Armée ? Mais en tout cas, ce qu'il faudrait, c'est avoir un système de désescalade. C'est pas forcément nécessaire, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on a pu observer que des systèmes de désescalade, des doctrines de désescalade permettaient de calmer les choses. Donc vous réfléchissez à désarmer la police ? Non, en tout cas, on ne va pas commencer à caricaturer une position. En tout cas, partout où c'est possible, et après avoir employé des doctrines de désescalade, on doit pouvoir aller vers le fait que le recours à la violence soit une ultime solution. Mais dire ça, ce n'est pas faire une proposition qui est complète. Il y a aussi le fait qu'il y a un manque de personnel dans la police. Nous voudrions la refonder de fond en comble pour faire autre chose que ce qu'elle fait aujourd'hui, mais il en faudrait 10 000 de plus. Vous voyez, on dit parfois la France insoumise est anti-flic, elle l'est tellement qu'elle veut en recruter 10 000 de plus pour revenir aux chiffres d'avant l'ère Sarkozy. Nous proposons le retour de la police de proximité, je le disais, et une doctrine qui soit basée, sur les trois grands piliers. La prévention, d'abord, la répression et la réparation. Il a augmenté les effectifs. Pas suffisamment encore. Nous avons besoin de mais 10 000 en plus de ceux qu'il a déjà. Nous avons besoin de revenir aux effectifs d'avant 2007 et depuis nous avons perdu près de 15 000 agents. Donc oui, il faut y revenir, mais surtout dire que c'est la doctrine qui doit changer. Il faut la désescalade en la matière, il faut de la raison, il faut aussi de la prévention. Quand dans beaucoup de quartiers, les services publics disparaissent, le tissu associatif disparaît, l'éducation disparaît, eh bien effectivement après c'est encore plus difficile. Il faut pacifier les relations entre la police et la population. Peut-être une proposition aussi qui est absente en cette rentrée. On a vu que le gouvernement passait à la contravention, par exemple, pour l'usage de drogue. Mais que fait-on véritablement du trafic ? C'est assez hypocrite en réalité. Parce qu'on ne fait rien sur le fait de tarir le trafic. Ceux qui proposent, comme c'est notre cas à la France insoumise... Alors ça, c'est un gros sujet de tous les pays occidentaux. Oui. Quelle est votre proposition pour lutter efficacement contre le trafic de drogue ? Je crois non seulement vous avoir dit que faire que la police et les services de renseignement s'occupent notamment des gros trafics et des têtes de réseau est une chose. Après, pour le reste, pour tarir le trafic, et pour mener des politiques de santé publique efficaces, et je ne veux pas que les positions soient caricaturées, pourquoi ne pas ouvrir le débat, par exemple, sur la légalisation du cannabis ? De quoi a-t-on peur en évoquant ce sujet ? Par-delà le fait de mener des politiques de santé publique. Alors il a peur de quoi Emmanuel Macron qui compte, Gérald Darmanin aussi ? Je pense qu'ils ont peur de s'attaquer peut-être véritablement au trafic. On va pouvoir en discuter, oui, parce que quand on passe à la contravention... Parce qu'ils ont des enjeux derrière, ils ont des intérêts. En tout cas, quand on passe à la contravention... On ne fait rien vis-à-vis du trafic, vous êtes d'accord ? On ne solutionne absolument pas ce qui est en train de se passer dans beaucoup de quartiers. Donc il faut pouvoir l'évoquer, cette question. Voilà une doctrine qui me paraît, dans sa globalité, entre l'usage des moyens de police et la politique sur le terrain, plus adaptée que les coups de menton perpétuels qu'on a, qui très franchement n'améliorent pas la situation sur le territoire. Un mot, le séparatisme. Emmanuel Macron, dans son discours pour l'anniversaire de la République vendredi, a annoncé un projet de loi de lutte contre les séparatismes. Hier, Gérald Darmanin a donné quelques pistes. Pénalisation ou interdiction des certificats de virginité exigés pour des mariages religieux. Légiférer sur les horaires de piscine séparés, mieux cadrer des associations qui pourraient faire du prosélytisme séparatiste, justement, ça va dans le bon sens. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans la loi qui permettent déjà d'affronter... éventuellement, y compris des discours obscurantistes. Et la loi telle qu'elle est suffit ? Moi, je pense qu'avec des renforcements de moyens, y compris dans tous les services, y compris de renseignement, il y aurait largement de quoi, effectivement, faire le boulot sans avoir besoin une nouvelle fois. Je crois que c'est un problème de moyens. Et puis surtout, je vais vous dire une chose, c'est que, encore une fois, c'est les coups de menton perpétuels et la communication. Parce qu'il faut d'abord et avant tout renforcer nos anticorps républicains, notamment l'éducation. Interdire des certificats de virginité. Oui, très bien, mais attendez, c'est pas déjà interdit dans l'ordre des médecins, ça ? Renseignez-vous. Justement, l'ordre des médecins n'en veut pas, mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'il ne faut pas la loi ? Écoutez, une chose, le séparatisme, aujourd'hui, qui l'organise en France, c'est notamment Emmanuel Macron. Pas le séparatisme dont il parle lui, mais par exemple le séparatisme des plus riches. Ceux qui, de fait... Attendez, c'est important. Parce que je ne veux pas qu'on utilise des mots comme cela pour toujours cibler une même partie de la population de ce pays. C'est ce qu'il fait. Écoutez, j'en ai assez que tous les musulmans de ce pays soient suspectés de quoi que ce soit. L'écrasante majorité d'entre eux, l'essentiel d'entre eux, demandent simplement à pouvoir pratiquer leur religion dans le respect des lois de la République et en paix. Mais réaffirmer les principes de la République, est-ce que c'est Mais d'abord, Emmanuel Macron s'y prend prend très mal pour affirmer les principes de la République. Quand il fait un discours sur la Troisième République, enlevant tout l'essence révolutionnaire qu'il y a de la République, c'est un héritage révolutionnaire, liberté, égalité, fraternité, en parlant d'égalité des chances
France, alors que la République parle d'égalité tout court, en parlant de droits et de devoirs, alors qu'on parle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Non, je pense qu'encore une fois, c'est de la communication. Dans ce pays, Elisabeth Martichoux, vous savez, il y a ceux qui se séparent de la société par leurs privilèges, par leurs avantages. Et attendez, c'est Emmanuel Macron qui le crée. Attendez, il y a aussi ceux dans la société qui subissent les discriminations et qui, de fait, sont séparés du reste de la population. Je crois que pour le pacte républicain, la première chose à faire, c'est de renforcer nos anticorps républicains et de lutter contre toutes les discriminations en France. D'accord, vous ne faites pas du tout la même analyse du séparatisme et la préservation des principes républicains. Non, et je crois qu'avec la France insoumise au pouvoir, le champ de la loi, Elisabeth Martichoux, avec la France insoumise au pouvoir, le plus important, c'est l'unité du peuple en France. Et je pense que plutôt que des coups de menton et de la communication, la politique en la matière serait beaucoup plus efficace, je vous le dis. Merci beaucoup, Adrien Quatennens. Merci à vous de m'avoir invité.